Permettez-moi d'appeler sur scène les deux derniers conférenciers de la journée, à savoir M. Sébastien Routier et M. Charles Provost. Alors, tout d'abord, M. Sébastien Routier est un actuaire possédant 20 années d'expérience dans le domaine syndical, corporatif et consultatif, ayant travaillé au Canada et aux États-Unis. M. Routier est à l'emploi de la Confédération des syndicats nationaux, CSN, depuis 2016. Il est actuaire, spécialiste en matière de régime de retraite et d'avantages sociaux au service du soutien aux négociations de la CSN. Il siège actuellement au comité de retraite, au comité de placement du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, c'est-à-dire l'OREGOP. Depuis 2021, M. Routier participe au comité sur les pensions privées de l'Organisation de coopération et de développement économique, à savoir l'OCDE. Ensuite, M. Charles Provost. M. Provost a débuté sa carrière professionnelle chez son employeur actuel, Service actuariel SAI, en septembre 2012, après avoir obtenu un baccalauréat en mathématiques de l'Université de Montréal. Depuis, il est devenu fellow de l'Institut canadien des actuaires en mars 2019. Depuis le début de sa carrière, il travaille principalement dans le domaine des régimes de retraite, se spécialisant dans l'administration et la consultation actuarielle. Il a notamment été responsable de l'administration des régimes de retraite d'envergure, comptant plus d'une centaine d'employeurs et plus de 10 000 participants. Il a aussi été impliqué dans plusieurs mandats de consultation actuarielle pour différents régimes multi-employeurs du secteur privé, incluant des régimes à financement salarial et à cotisation négociée et à prestations cibles. Donc, monsieur et madame les participants, accueillons chaleureusement les deux derniers conférenciers de la journée, donc monsieur Charles Provost et Sébastien Routier. Bonjour tout le monde. Donc maintenant, c'est pour vrai. Les deux derniers avant le drink. Et en plus, ils ont mis deux actuaires. Donc ça va être super de fun. Ceci étant dit, on va parler d'indexation. Charles et moi, on a décidé de juste aller un peu à la base. Donc avant de parler d'indexation, on trouvait que c'était important de faire un petit cours classique sur d'où vient l'indexation. Donc ici, le graphique qu'on voit ici, c'est historique depuis 1915 de l'inflation. On connaît, on se rappelle de mémoire, une inflation qu'on est à 2 %. Mais effectivement, si on regarde depuis la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre, il y a eu une grosse inflation, et après ça, des années 50 à 70, on a une inflation qui a augmenté jusqu'à du 12-13 %. Donc, il faut comprendre que qu'est-ce qu'on a vécu dans les dernières années, ce n'est pas nécessairement ce qu'on va vivre à l'avenir. Et l'inflation, comment il faut le comprendre, c'est les outils des banques centrales ont des impacts sur les taux d'intérêt. Mais ceci étant dit, l'inflation et les taux d'intérêt ont une corrélation, mais l'inflation est des fois tannante et elle ne suit pas autant les mouvements des banques centrales comme on voudrait. Un point important, c'est l'inflation canadienne. On n'est pas une île seule. Il faut comprendre que l'inflation américaine elle a une incidence sur qu'est-ce qui va se passer au Canada. Ici, on voit les lignes, puis il faut que je vous avoue, c'est le bleu pâle qui est l'inflation canadienne et l'inflation américaine étant plus foncée. Il y a une très, très grande corrélation entre les inflations des deux pays. Donc, qu'est-ce qui se fait à la Banque centrale du Canada, c'est très important, mais qu'est-ce qui se fait aussi aux États-Unis, c'est également important. Donc, présentement, on sait bien, c'est dans les nouvelles, on a un enjeu d'inflation. On a l'enjeu depuis le début de l'année. Et juste, by the way, je suis actuaire, je ne suis pas économiste, mais qu'est-ce que les économistes disent qui sont les trois scénarios? C'est la stagflation, la récession et un atterrissage sans récession. Donc, l'atterrissage-récession, c'est ça qu'on souhaite tous, que régler l'inflation ne va pas causer des dommages à nos jobs. Récession, mais on s'entend, c'est chômage, donc c'est un scénario qui n'est pas souhaitable. Et stagflation, c'est quoi ça? C'est quand l'inflation roule plus vite que l'économie.
Donc, ça veut dire, même si on a des bonnes augmentations salariales, le coût de la vie augmente encore plus vite. Et donc, c'est franchement pas bon non plus. Donc, quel scénario est le plus probable entre les trois? Au fait, on voulait faire un book-clap là-dessus, mais le temps nous en empêche. La réponse, c'est on ne le sait pas, mais on sait que les banques centrales veulent absolument éviter une stagflation. Donc, j'ai mis quelques citations qui ont été sorties dans les journaux dernièrement. Mais pour moi, la seule phrase que je veux sortir ici, c'est quand Jérôme Powell a admis que la stratégie de la Fed allait faire mal aux foyers américains et aux entreprises. Donc ici, il y a des signaux très clairs et depuis belle durée pour dire qu'ils sont prêts à tout faire pour éviter la stagflation. Une chose aussi qu'il faut comprendre avec l'inflation, c'est que c'est une bébite un peu que c'est la confiance qui est un des grands drivers de l'inflation. Donc, les banques centrales veulent éviter des erreurs des années 70 où on n'avait plus confiance aux banques centrales. Donc, ils mettent des messages très clairs et je pense qu'à chaque semaine, on voit des messages autant aux banques centrales canadiennes et américaines pour dire qu'on est prêt à aller très loin pour éviter d'avoir des enjeux d'inflation. Donc, ceci étant dit, je parlais jusqu'à maintenant, ce qu'on voit beaucoup dans les nouvelles, c'est le choc inflation qu'on vit présentement. Mais un autre débat aussi, c'est l'inflation long terme. On s'entend, la Banque du Canada dit depuis les années 90 qu'il vise une cible de 2 dans une fourchette de 1 à 3 Ça a été encore une fois renouvelé en 2021. Cependant, il y a certains économistes qui commencent à se poser des questions sur, avec tout ce qui se passe, avec le géopolitique, le côté environnemental, etc., sur est-ce que les banques vont pouvoir, sur le long terme, continuer d'être capables de viser un 2 Donc, Desjardins a cité qu'il y a un certain nombre de changements d'ordre structurel qui risquent de rendre l'inflation un peu plus difficile à contrôler. Donc, ici, on vous posait une question sur qu'est-ce qu'on pense qui va être l'inflation à long terme passé 2025. Puis, effectivement, la réponse, vraiment, personne ne le sait. On souhaite que ça reste à 2 pour être bien honnête, parce que tous les modèles économiques des grands financiers sont tous à 2 Le REGOP, entre autres, également aussi, son modèle, c'est 2 qui est à la base de tous les calculs. Si ce n'est pas 2, il y aura des changements financiers assez drastiques. Sur ça, je passe la parole à Charles. Donc, comme Sébastien disait, l'inflation à court terme, il y a un choc, c'est une chose, mais à long terme, les mandats des banques centrales restent qu'on va viser une inflation à 2 selon le mandat actuel de la Banque du Canada. Ils visent 2, une fourchette entre 1 et 3, ça a été renouvelé. L'affaire qui est importante, c'est que même si l'inflation est à 2, puis que l'inflation est modérée, puis prévisible, parce que les banques font bien leur travail, puis arrivent à le faire, bien, l'inflation existe. Puis aujourd'hui, on utilise le choc comme prétexte pour en parler de l'indexation des rentes. Mais c'est un enjeu qui existe depuis toujours, l'inflation, puis qui va continuer à exister même s'il n'y a pas de choc. Avant nous, ça a été dit, sur 30 ans, même s'il y a une inflation de seulement 2 on s'attend, composer cette inflation-là, ça va donner à peu près 70 là. Puis 30 ans, ça paraît long. Sauf qu'en 2040, l'espérance de vie d'une femme de 65 ans, on s'attend à ce que ça soit autour de 27 ans. Fait qu'on parle d'une retraite de 30 ans comme si c'était quelque chose d'anormalement long, mais ça ne va pas être rare des retraites de 30 ans. En plus, je pars de 65 dans mon exemple. Ça veut dire que quelqu'un qui a planifié sa retraite en disant « Voici mon budget, j'ai besoin de 10 000, voici mes revenus, j'ai besoin de 10 000, tout va bien », arrive à la fin de sa retraite, bien, son budget de 10 000, il faut qu'il paye 17 000 en biens et services, okay? 70 % sur 27-30 ans. Fait que cette personne-là, dans le fond, c'est quoi ses options? Bien, rendu là, il est trop tard, évidemment. Avant ça, bien, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est ce qui justifie, c'est ce qui donne de l'importance à l'indexation des revenus de retraite. Oh, il y a comme une différence de son quand je parle comme ça que comme ça. Fait que je pense que je vais monter le micro. OK, je m'entends là. OK. Ça a été montré plusieurs fois aujourd'hui, je vais passer vite dessus. Je m'en vais à celle-là. Ça aussi, ça a été montré plusieurs fois. Le 70 %, on en a parlé, c'est la cible des revenus. Il y a du cas par cas là-dedans, mais mettons qu'on vise 70 %. Ça, c'est le remplacement de revenus pour différents salaires en 2040. Un remplacement de revenus qui est offert par les rentes publiques.
Fait que si on regarde, par exemple, entre 55 et 70 000, là, les deux barres bleues foncées sont autour du 40 %. Si on vit 70, bon, grosso modo, c'est la moitié des revenus de retraite, un petit peu plus, qui vont être pourvus par les rentes publiques. Ces rentes publiques-là sont indexées. Fait que ça règle le problème de l'indexation. Dans mon exemple tantôt, on partait avec 10 000, on veut payer 17 000. Bien, si la moitié de nos revenus sont indexés, on est rendu à 13 500. Ça minimise, ça diminue le problème, ça ne le fait pas disparaître, absolument pas. Fait que les options du monde, bien, c'est pas compliqué. C'est soit à la retraite de se dire, bien, je dois planifier en conséquence, puis c'est pas 10 000, mon budget, ça va être 8 000, ou c'est carrément de prévoir une diminution de sa consommation, une diminution de ses besoins dans le temps. C'est pas quelque chose qui est praticable, surtout avec les soins de santé qui augmentent et tout. C'est pas réaliste. On a mis une barre bleue poudre, bleu pâle, en disant c'est la différence à combler par l'épargne personnelle, puis par les régimes complémentaires. C'est facile à dire. Ça aussi, je vais passer vite, ça a été montré plusieurs fois aujourd'hui. OK, c'est quoi les régimes complémentaires? Les grandes familles de régimes complémentaires qu'on a au Québec. On a évidemment le régime à prestations déterminées. On a les régimes à cotisation déterminée. Et plus récemment, s'ajoutent les régimes de retraite à financement salarial et les régimes de retraite à prestations cibles. On compare ces régimes-là selon 5 paramètres, 5 colonnes. On a les cotisations de l'employeur. Fait que ça, évidemment, on le sait, les régimes à prestations déterminées, les cotisations de l'employeur sont variables. C'est l'employeur on appelle au solde du coût, c'est lui qui supporte les risques. Pardon, quand il n'y a pas des lois qui viennent changer le deal après, mais c'est lui qui supporte les risques. Après ça, on a les régimes à cotisation déterminée, puis les autres régimes, RRFS, RRPC, où la cotisation de l'employeur est fixe, habituellement dans une convention collective. La cotisation, elle ne bougera pas. Les cotisations salariales, maintenant, prestations déterminées, cotisations déterminées, c'est fixe aussi. Pour l'autre catégorie, je l'ai mis fixe en italique. Il y a des nuances. On ne rentrera pas dans les nuances aujourd'hui. Là, ça vaudrait la peine de faire plus que 20 minutes spécifiquement là-dessus. Mais bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont aussi déterminés par convention collective. Habituellement, ils sont déterminés d'avance. Les retours d'investissement, maintenant, bien, dans les 3 cas, ils sont variables. Évidemment, si on avait trouvé avec le temps quelque chose que les retours d'investissement n'étaient pas variables puis que ça donnait un investissement, un retour qui avait de l'allure, puis on ne serait peut-être pas ici aujourd'hui à parler d'une problématique. Fait que maintenant, les bénéfices de retraite. Bien, le bénéfice de retraite, c'est le résultat de l'équation des 3 éléments qu'on ajoute. On ajoute des cotisations, employeur salarial, on ajoute un retour sur l'investissement. Ça nous donne un bénéfice. Dans la prestation déterminée, il est fixe. Encore une fois, j'aurais pu le mettre en italique pour des nuances, mais il est fixe. Régime à cotisation déterminée, il est variable. Fait que ça, régime à cotisation déterminée, on peut en parler longtemps du problème de l'indexation des rentes. En fait, le gros problème du régime à cotisation déterminée, c'est que le revenu lui-même est variable. Les régimes RRFS, RRPC, donc régime de financement salarial et à prestations cibles, bien, les bénéfices de retraite sont prévisibles. Comment ils arrivent à être prévisibles alors que le reste est fixe comme le cotisation déterminée? Bien, c'est que les risques sont assumés de manière collective, ce qui nous permet de gérer les risques un petit peu différemment. Et un revenu prévisible, bien, c'est ce qui va permettre à un retraité de planifier pour sa retraite. Donc, on a la mauvaise manie de planifier la retraite comme étant l'année à laquelle on prend la retraite. Il faut vraiment planifier la retraite comme tout au long de la retraite. On parlait de 30 ans tantôt, ce n'est pas un chiffre farfelu du tout. Bien, au moins un revenu prévisible, c'est le premier élément important pour ça. Fait que ça aussi, je pense que c'est un tableau qui a été montré, ou en tout cas, c'est un tableau qu'on a vu souvent. C'était dans le rapport d'Amour en 2013, qui nous dit que 47 % des travailleurs du Québec n'ont pas de régime ni PD, ni CD, ni de REER collectif. En plus, ça nous dit que 65 % des travailleurs, bien, ils n'ont pas de régime à prestations déterminées. On pourrait dire n'ont pas de revenus de retraite prévisibles ou n'ont pas de revenus de retraite fixe. Parmi ceux qui ont un régime à prestations déterminées, donc parmi ceux qu'on dit bien, peut-être qu'eux, ils sont corrects, ce qu'on voit, c'est que dans le secteur privé, il y a moins que 1 % de ces participants-là qui ont une rente indexée. Okay, donc, encore une fois, 4 000 personnes là, qui est indexée selon l'IPC sur 480 000. La grande majorité, c'est aucune indexation. Il y a de l'indexation partielle dans plusieurs types de régimes, notamment. Fait que ça, c'est les différents types de régimes. On connaît les régimes du secteur public, REGOP, RRPE. Depuis 1983, indexation partielle, exception avec le RRPE qui a été modifié récemment, qu'il y a eu de l'indexation suspendue avant 1983, on ne rentrera pas là-dedans.
Il y a un recours collectif en ce moment contre le gouvernement pour repayer l'indexation, parce que tout ça, c'est des affaires de bris de contrat. En tout cas, on pourra en parler très, très longtemps. Régime PD traditionnel dans le secteur privé, on l'a vu, majorité, aucune indexation. Ensuite, les régimes municipaux, encore une fois, on pourrait parler de ce point-là uniquement pendant très longtemps. Dans les régimes municipaux, il n'y a plus d'indexation pour les nouveaux retraités depuis la fameuse loi 15. Je suis prêt à parier que tout le monde ici a déjà entendu les termes loi 15 et que tout le monde ici va encore les entendre avant la fin de cette histoire-là. Donc, tout le monde est allé en appel dans ce cas-là. Ce n'est pas fini, cette histoire-là. Maintenant, on a les RRFS, les RRPC, on en parlait tantôt. C'est des régimes qui peuvent prévoir ou ne pas prévoir l'indexation des rentes. À ma connaissance, les RRFS existants la prévoient. Et l'indexation peut servir de méthode de gestion de risque dans ces régimes-là. Ensuite, les régimes CD, bien, je disais tantôt, à la base, le revenu lui-même n'est pas prévisible. Le revenu lui-même n'est pas garanti d'aucune façon. Évidemment, ils ne sont pas indexés. Si on veut rendre le revenu prévisible, ce qu'on doit faire, c'est aller voir un assureur acheter une rente. Ça l'a été dit tantôt, il n'y a pas un assureur aujourd'hui qui vous vendrait une rente indexée. Je retourne la parole à Sébastien. Bon, on a fini la partie contexte. Donc, ici, juste une petite parenthèse, ce que je fais dans la vie, c'est j'aide les syndicats à négocier des régimes de retraite. Donc, on va faire l'exercice rapidement un peu avec un premier WooClap. Donc, la question que je vous pose, c'est si on fait un régime de retraite, le thème, c'est 2040. Donc, si on est en exécutif, un gros exécutif ensemble, puis on veut un régime de retraite pour des jeunes qui va être effectif, pour des jeunes qui vont prendre la retraite en 2040, qu'est-ce qu'on veut comme provision d'indexation? Donc, selon vous, est-ce qu'il est mieux d'avoir un régime de retraite qui est indexé ou non? Donc, il y a 4 réponses. La première, c'est oui, bien sûr, non. Ensuite, avoir des provisions d'indexation seulement lors de récession ou seulement pendant des années de croissance. Je vais attendre un petit peu. Je devine la réponse, donc je peux aller à la prochaine. Donc ici, si on regarde, ici, on a une journée sur l'indexation pour vous dire à quel point c'est important de l'avoir. Donc ici, on est à 95 sur 112 réponses ici d'avoir des provisions d'indexation. Si on va en rente prochaine, une des choses qu'il faut avoir, puis j'ai triché, j'aurais dû vous donner les cours 101 pour avant, il faut comprendre que quand on cotise un régime de retraite, il y a un coût à l'indexation. Donc, quand on cotise, puis les 2 lignes, c'est un exemple illustratif très simpliste. Donc, ce n'est pas des chiffres parfaitement qui sont mis ici, mais si on compare les 2 lignes, la ligne bleue, c'est ce qu'on recevrait pour une rente qui serait non indexée, et la ligne orange, ce serait pour une rente qui serait indexée. Donc, en théorie, puis si mon exemple est très simpliste, c'est la même cotisation qui est mise par des travailleurs-travailleuses et avec l'employeur au courant des années. Il faut comprendre que l'indexation n'est pas gratuite, elle a un coût. Donc, c'est certain qu'avec l'indexation, il faut comprendre que dans les X premières années, c'est 10, 12, 15, dépendant des provisions d'indexation, ça va être celle de la non-indexée qui prévaut. Puis par après, effectivement, en termes de dollars, c'est la rente qui est indexée, qui est là. Donc, ça, il faut juste comprendre ce bout-là ici. Parce qu'effectivement, si on parle d'indexation, puis on est dans un régime qui a toujours été non indexé, puis on veut une indexation quand on part à la retraite, mais il est trop tard, parce que ça coûte une fortune à mettre à prisonnier quand c'est trop tard. L'indexation, ça se réfléchit au fur et à mesure de la carrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut négocier, mais la première chose, évidemment, c'est qu'un régime de prestations déterminées demeure un idéal. Il y en a encore plusieurs sont ouverts, et un régime à prestations déterminées peut permettre d'avoir une rente indexée ou non. Donc, c'est un outil qui est, si on veut, idéal pour avoir cette conversation ensemble dans notre grand groupe de comité exécutif. Cependant, une des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'un outil qui est très courant présentement, c'est des régimes à cotisation déterminée. Cet outil-là, c'est juste du cash de l'employeur, mais on ne peut pas travailler sur une rente indexée ou non. La bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, comme ce que Charles parlait auparavant,
on est un des précurseurs. On a des outils collectifs qui peuvent permettre l'indexation. Donc, le RRFS et le RRPC. Les deux outils peuvent permettre, quand on paramétrise, si on veut une indexation ou non. Donc, ceci étant dit, le point majeur, si on veut, c'est que l'indexation, il ne faut pas le faire trop tard. Il faut prendre la décision dès le jour 1 du régime, ou si on veut négocier une amélioration du régime, c'est une amélioration qui peut être faite, mais il faut vraiment le voir d'un côté prospectif. Je donne un exemple. Dans un site que je ne peux pas nommer, une des demandes du syndicat était, bon, on veut que notre régime de retraite soit indexé complètement pour tout le monde, autant participants actifs, participants retraités, depuis le début des temps. C'est un régime qui était très, très mature. Donc, j'ai fait les calculs approximatifs et le coût était plus que la masse salariale complète de l'usine. Donc, c'est juste pour vous donner une indication que quand on le fait avec un régime mature, quand tout le monde est à la retraite, c'est une décision qui a été trop tard. Pour moi, le bout important sur l'indexation, c'est un débat. Puis, honnêtement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est en regardant qu'est-ce qu'un comité exécutif avec un syndicat puis l'Assemblée générale, c'est qu'est-ce qu'ils veulent avoir. C'est leur décision qui prévaudra à la toute fin.